Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. 1986, l'accident nucléaire de Tchernobyl contamine l'Ukraine et une large partie de l'Europe. Ailleurs, on constate un appauvrissement de la biodiversité car des centaines d'espèces animales et végétales disparaissent chaque année. C'est pourquoi la notion de développement durable apparaît. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin. Bienvenue. En Côte d'Ivoire, il existe un département appelé Direction générale du développement durable. Nous sommes au cours de cette émission en compagnie de Dr Denis Nianzou. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Alors, merci beaucoup Dr Nianzou d'être présent sur notre plateau. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et puis vous allez nous dire ce qu'on peut retenir du concept de développement durable. Merci madame. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du concept de développement durable? On peut retenir qu'il y a une prise de conscience à un moment donné des enjeux sociétaux, environnementaux et de bonne gouvernance à travers le monde. Cette prise de conscience a popularisé le concept, a mis en place d'abord la commission Brundtland en 82 qui a popularisé le concept de développement durable. De cette commission est sorti donc un rapport en 87 et dans ce rapport, une définition est donnée au concept de développement durable qui vise donc à satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à satisfaire les leurs. Le concept ensuite a été consacré lors du sommet de Rio de Janeiro en 92 qui à partir de ce moment-là a ouvert donc le débat de façon efficace et de façon importante sur cette problématique. Ainsi, les thèmes comme le changement climatique, comme l'érosion de la biodiversité, comme la déforestation, comme la précarité des emplois, comme la précarité énergétique ou le lien entre pollution et santé publique ou pauvreté et corruption sont aujourd'hui sur le devant de la scène et ne peuvent plus être ignorés des processus décisionnels, que ce soit au niveau local qu'au niveau planétaire. Alors, vous ne nous avez pas encore donné la définition même, on va dire, du développement durable. C'est ce que je viens de dire. Cette définition, dans le rapport, simplement dit que c'est un développement qui vise donc à satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Ça, c'est une définition, c'est la définition classique qui est dans le rapport. Maintenant, peut-être dans la suite de vos questions, on pourra rentrer dans les détails et voir comment est-ce que, de façon concrète et opérationnelle, on peut comprendre tout ceci. Alors, quels sont les différents enjeux, donc, on va dire, aujourd'hui, du développement durable? Alors, les enjeux, je viens de les relever, les thèmes comme le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la déforestation, mais également la précarité des emplois, la précarité énergétique ou le lien entre pollution et santé publique, entre corruption et pauvreté, sont de grands enjeux qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène et qui ne peuvent plus être ignorés des processus décisionnels, que ce soit au niveau local qu'au niveau planétaire. Ces différents enjeux du développement durable sont répartis autour de trois principaux piliers qui fondent les piliers du développement durable, qui sont le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Alors, on va déjà aller dans la nécessité donc, du développement durable pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi un développement durable pour la Côte d'Ivoire? Alors, donc, comme je disais, le développement est un modèle, c'est un nouveau modèle. S'il y a un nouveau modèle, ça veut dire que le modèle précédent a présenté ses limites. Et je viens de vous présenter les enjeux sur lesquels porte ce modèle. Partout où nous regardons en Côte d'Ivoire, donc pour répondre à la question, partout où nous regardons en Côte d'Ivoire, il y a des défis à relever. Tout ce que je viens de lister, en tout cas, entre autres, on les retrouve en Côte d'Ivoire. La question du changement climatique, la Côte d'Ivoire est concernée. On assiste en Côte d'Ivoire régulièrement le problème d'inondation.
La précarité énergétique en Côte d'Ivoire, on la retrouve. On a très souvent des délestages d'électricité. La précarité des emplois, on la retrouve également dans notre contexte. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler à apporter des solutions au chômage des jeunes. Et puis les conditions de travail qui sont souvent indécentes ou difficiles ou inhumaines, entre guillemets. Ces questions-là, on les retrouve en Côte d'Ivoire. Donc les enjeux sur lesquels porte le développement durable, ces enjeux-là, on les retrouve dans le contexte ivoirien. Donc ce nouveau modèle de développement a sa place dans la réflexion en Côte d'Ivoire en ce qui concerne quel type de modèle qui permettra à la Côte d'Ivoire de relever le défi des progrès économiques, sociaux et environnementaux. Surtout avec la nouvelle vision qui est donnée par le cap qui est donné par le président de la République, qui est les méfaits de la Côte d'Ivoire, un pays émergent. Donc, le modèle de développement durable peut permettre à la Côte d'Ivoire d'optimiser ce processus d'émergence très cher au président de la République. Alors, aujourd'hui, peut-on faire un bilan? Si je devrais vous parler de bilan en matière de développement en Côte d'Ivoire, je dirais qu'effectivement, quand on regarde à travers le monde, le processus de mise en œuvre du développement durable est entamé dans presque tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, elle est engagée dans ce processus aussi. Du chemin est déjà parcouru, même si beaucoup reste à réaliser. On pourra retenir que, au-delà de certaines grandes activités ou travaux sur lesquels nous travaillons au quotidien, avec le ministre en charge donc, du développement durable et les différents directeurs, parce que nous avons beaucoup de directions qui travaillent sur ces questions, au-delà de ces travaux et activités, on peut retenir qu'en Côte d'Ivoire, un cadre institutionnel est aujourd'hui bien formalisé. On a donc un ministère en charge du développement durable, on a une direction générale qui pilote donc l'action du gouvernement dans ce domaine, et ensuite, sur le plan juridique, depuis le mois de juin 2014, nous avons une loi d'orientation sur le développement durable. Et actuellement, nous sommes également en train de travailler sur les différents décrets d'application de cette loi afin de pouvoir formaliser le cadre de l'action de l'État, le cadre de l'action des entreprises en matière de mise en œuvre opérationnelle du développement afin d'engager tous les acteurs en Côte d'Ivoire dans ce processus. Alors, qui parle donc de bilan, parle également de perspective. Mais avant de parler perspective, on va parler aussi des difficultés que vous rencontrez sur, on va dire, sur le chemin. Alors, je pense qu'on pourra regrouper, en tout cas, les difficultés, il y en a tellement, mais pour moi, ce qui est très important comme difficulté à relever dans le cadre de nos différentes missions, madame, c'est vraiment la question de la mobilisation des ressources. Je pense que tous les petits problèmes que nous retrouvons peuvent se regrouper autour de cette question de mobilisation, parce que si les différentes équipes qui travaillent au quotidien sur cette question de mise en œuvre opérationnelle du développement en Côte d'Ivoire, de promotion d'une vraie politique et stratégie de développement en Côte d'Ivoire, si toutes ces équipes arrivent à mobiliser suffisamment de ressources, je pense qu'on sera en mesure de faire du travail exemplaire en Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire et d'excellence en matière de développement durable. Parce que ces ressources pourront nous permettre de financer des projets pilotes, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, qui pourra être une piste à explorer face à la précarité énergétique. On a récemment réalisé un reportage sur l'éclairage public solaire. Ça veut dire que l'énergie solaire ou les nouvelles énergies ou les énergies renouvelables sont des pistes à explorer pour apporter des solutions intéressantes à certains problèmes que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Donc ces ressources financières-là, je pense que constituent les vrais problèmes que nous rencontrons dans le cadre de nos différentes missions. Et ces ressources pourraient nous permettre même de financer des programmes de renforcement des capacités au niveau du personnel avec lequel nous travaillons. Alors, on va parler donc perspectives maintenant. Donc, quelles sont donc les perspectives, on va dire, de la Direction générale du développement durable? Alors, merci bien. Alors, en termes de perspectives, comme je disais tantôt, du chemin est déjà parcouru. On a un ministère, des directions centrales qui travaillent au quotidien, une direction générale.
beaucoup reste quand même à réaliser. Et pour réaliser ces défis qui restent encore, pour réaliser ces défis qui restent sur lesquels nous devons travailler à l'avenir, nous avons essayé d'articuler, disons, la direction générale s'est inscrite dans une nouvelle dynamique qui s'articule autour des 3 principaux axes. Le premier axe, c'est de pouvoir accompagner les services de l'État et le secteur privé dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable. Donc, organiser la responsabilité sociétale des services de l'État et la responsabilité sociétale du secteur privé, qui sont l'État et le secteur privé, les 2 grosses entités auxquelles nous devons nous attaquer. À cet effet, à partir de façon plus précise, du 18 au 19 mai prochain, vont être organisées les journées interministérielles du développement durable, spécifiquement dédiées au secteur privé, à l'administration. Il faut accompagner l'administration ivoirienne, les services de l'État, à mieux comprendre cette question du développement durable et voir dans quelle mesure le développement durable peut s'opérationnaliser de façon concrète en leur sein. Donc, et ensuite, à partir du mois de juillet, du 6 au 7 juillet de façon plus précise, nous allons organiser les assises nationales du développement durable dans le secteur privé. Ces 2 grandes activités visent à relever le défi de la transversalité du concept. Dans le cadre de ces 2 activités, nous allons essayer d'expliquer aux différentes entités en question comment que le développement durable peut effectivement se diffuser parfaitement et très bien dans tous les secteurs d'activité, dans tous les services de l'État, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture, que ce soit au niveau du ministère du Transport, que ce soit dans le secteur minier ou dans le secteur de l'agro-industrie. Nous allons donc travailler avec les différentes entités. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'implication des services, l'implication l'implication du milieu académique et universitaire. Donc, engager et accompagner les différentes structures de recherche académique et les différents programmes de formation universitaire afin que ces derniers puissent aussi s'inscrire dans le développement durable. Quand vous regardez à travers le monde, beaucoup aujourd'hui de pays ont des programmes de master développement durable, ont des activités de recherche académique en matière de développement durable. Moi-même, je suis enseignant-chercheur en stratégie et RSE développement durable. Pas en Côte d'Ivoire, mais à l'étranger. Donc, en Côte d'Ivoire, ce travail va se faire et il est en train de se faire. Et le dernier défi à relever, qui est aussi très important, c'est comment nous allons réussir à impliquer la société civile dans tout ce que nous sommes en train de faire, afin de participer à la responsabilisation des différents acteurs, disons des citoyens ivoiriens. Alors, avant de vous libérer, on va dire ça ainsi, j'ai quand même une question qui me turlupine un peu. Pourquoi la création d'une direction générale en Côte d'Ivoire? Pourquoi cette création? Pourquoi ne pas faire une toute petite branche, mais pourquoi une direction générale du développement durable en Côte d'Ivoire? Alors, la direction générale du développement durable est issue du ministère de l'Environnement, la salubrité urbaine et du développement durable, qui est donc dont le ministre en charge, c'est le docteur Alla Kwadio. Une direction générale du développement vient ici aujourd'hui confirmer l'importance que l'État de Côte d'Ivoire porte à ces enjeux que je viens d'évoquer précédemment. La Côte d'Ivoire a ratifié pas mal de conventions internationales, a signé des engagements internationaux comme des engagements sous-régionaux et nationaux, et la mise en œuvre opérationnelle de ces différents engagements a abouti, en particulier dans le domaine de l'environnement et du développement, à la mise en place d'un ministère dont découle donc la Direction générale du développement durable, afin vraiment d'avoir une structure institutionnelle qui pourra porter à bras le corps ces questions-là pour des résultats efficaces sur le terrain. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci, madame. Alors, merci beaucoup. Vous avez un mot, on va dire, pour les entreprises qui nous suivent? Alors, c'est une ainsi que la société civile. C'est une excellente question. Donc, je profite, madame, de votre plateau pour dire aux entreprises ivoiriennes que
la RSE et le développement durable, parce que la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, donc l'application du développement durable dans le milieu des entreprises, peut constituer un véritable levier de compétitivité et d'avantages concurrentiels pour les entreprises. Donc, le ministère est prêt à amener donc le secteur privé à comprendre les enjeux stratégiques de ces nouvelles pratiques qui sont en train d'émerger, de sorte à ce que les entreprises ivoiriennes puissent aussi y trouver l'intérêt de s'engager en faveur donc de processus de développement durable. Le secteur, en plus du secteur privé, il y a la société civile. La société civile a son mot à dire et doit s'impliquer parce que la question de la gestion des déchets, la question de la pollution, avec ses conséquences sur la respiration, parce que la pollution a des conséquences quand même assez importantes sur les problèmes de respiration et autres, la société civile a intérêt à comprendre aussi la problématique du développement durable, les enjeux, et à s'engager dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes disposés à travailler avec toutes les différentes entités, toutes les parties prenantes pour que ces concepts-là des RSE et des développements durable puissent vraiment s'enraciner dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup, Dr Nianzou. Nous étions en compagnie de Dr Denis Nianzou, directeur général du développement durable en Côte d'Ivoire. Alors, sachez tout simplement que le développement durable répond à un impératif majeur qui s'impose à tous. Il s'agit d'inventer un nouveau modèle de production économique basé sur la croissance sans pauvreté et le respect de l'environnement. C'est donc sur cette petite leçon, on dira ainsi, que l'entrevue avec notre invité du jour prend fin. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes on va dire, à 2 minutes de recevoir Alex Mokhtar pour Panorama. Mais avant, sachez tout simplement que nous sommes désormais sur le canal de Canal Plus Horizon au numéro 174. Si vous voulez participer à l'émission ou si vous avez un message à diffuser, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Alors, c'est l'heure de recevoir Alex Mokhtar pour Panorama. À tout de suite. Action innovante et novatrice en Afrique, c'est avec Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour Noélie, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours où nous sommes là, bien sûr, dans le cadre de Business Matin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que je vois dans ma boule de cristal, mais finalement, je pense que je vois rien. Alors Alex Mokhtar, quelles sont les nouvelles pour aujourd'hui? Alors on va tout simplement parler aujourd'hui donc des prévisions faites par la Banque mondiale sur la croissance en Afrique. Bien sûr, on note que la baisse des prix des matières premières peut bien sûr freiner la croissance de l'Afrique en 2015. Alors on va souhaiter que ce ne soit pas très longtemps, on va dire, ce frein dans la croissance africaine. Il faut dire que selon les dernières prévisions du groupe de la Banque mondiale sur l'Afrique, publié récemment, la croissance de l'Afrique sera inférieure à la moyenne de 4,4% que l'on avait espéré pour le continent. C'est bien loin du pic de 6,4% enregistré durant, on dira, la tranche 2002-2008. Il faut dire que cette information tombe bien sûr dans la semaine où se tient bien sûr ce qu'on peut appeler la semaine de Washington DC, une semaine pendant laquelle donc la Banque mondiale se réunit bien sûr avec tous les ministres des finances des pays du monde entier pour faire un peu le bilan de la croissance dans le monde entier, bien sûr continent par continent, on va le dire ainsi. Pour les Africains hors Afrique du Sud et pays du Maghreb, le message sera le même. Il faudra les inciter tout simplement à prendre des réformes structurelles pour essayer de permettre à leurs économies de ne plus être trop dépendantes donc, du coût des matières premières, tout simplement, dont elles sont exportatrices, tout simplement, ou exportateurs, on va le dire comme ça. Pour vous dire que parfois, lorsque les pays africains ne font pas, je dirais, de l'industrialisation une des voies pour ainsi dire, à suivre,
on va le dire comme ça, leurs économies sont forcément dépendantes du cours des matières premières. On prend l'exemple d'un pays producteur de pétrole, par exemple. Quand les cours baissent, forcément, derrière, les budgets des États doivent être équilibrés. On a besoin encore de ressources additionnelles pour pouvoir compenser le déficit que crée, en tout cas, la baisse des cours de cette matière première, par exemple, qu'est le pétrole, pour ainsi dire. Donc, cette réunion-là permettra d'inciter, de demander à ces pays, surtout africains du continent, de faire encore plus d'efforts quant à l'industrialisation, à la transformation de leurs matières premières et à, bien évidemment, explorer d'autres voies et moyens pour permettre à ces pays-là de disposer d'autres ressources, autres bien sûr que celles des matières premières. Dans la foulée également, on apprend aussi que plusieurs pays importateurs de pétrole, tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Sénégal, devraient pour leur part conserver une croissance forte. Voilà, pour ainsi dire. Mais au Ghana, l'inflation restera toujours élevée. La politique de redressement budgétaire menée par le gouvernement ghanéen donc, devrait continuer de peser sur la croissance. En outre, l'Angola et la Guinée équatoriale devraient, quant à eux, souffrir en cas de baisse par an prolongée des cours du pétrole, alors que l'Afrique du Sud souffrira toujours de son déficit énergétique. C'est pour dire que malgré la baisse du cours du pétrole observée depuis quelques années, tous les pays ne seront pas frappés de la même façon. Certains pays bénéficient, on dira, bon, la Côte d'Ivoire, bien sûr, à son agriculture, qui lui permet bien sûr de produire énormément de richesses. On n'est pas forcément le plus grand pays pétrolier du continent. Donc même si les prix du pétrole baissent, on ne va pas subitement en sentir l'impact sur notre économie. Voilà. Donc c'est une façon de dire aussi que ces pays qui auront des économies dont les sources de revenus sont diversifiées, souffriront beaucoup moins donc de l'impact de la baisse donc du coût du pétrole. Mais il faut aussi dire qu'à côté des défis structurels auxquels doivent, je dirais, faire face ces différents pays africains là, la baisse de la croissance du continent est aussi liée au niveau de l'insécurité qui affecte certains pays africains. On a des menaces comme celle de Boko Haram, bien sûr, les Chebab, c'est là. Parce que quand il y a de l'insécurité dans certains nombres de pays, les investisseurs n'y vont pas, bien sûr. On sait que la menace terroriste islamique, en tout cas sur le continent, se fait de plus en plus pressante. Donc ça freine un peu, je dirais, donc certains investissements et la venue donc des investisseurs sur le continent parfois. Alors, merci beaucoup Alex, c'est tout pour aujourd'hui? Tout à fait, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord, c'est donc sur cette information que Business Matin pour aujourd'hui, enfin. Mais sachez que vous pouvez désormais nous voir sur Canal au numéro 174 ou encore sur YouTube, il n'y a pas de numéro pour YouTube, ou encore, on va dire sur abidjan.net dans la rubrique vidéo. N'est-ce pas Alex? Tout à fait. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro très prochainement. Et pour l'heure, je vous dis au revoir et prenez soin de vous et des êtres qui vous sont chers. Au revoir.